Ok. Eh bien, bonjour à tous, bonjour d'être là et merci d'être là si nombreux. Et ce dont on va parler, incessamment sous peu, est quelque chose qui va, comme je disais tout à l'heure, vous être utile. Vous être utile parce que ce qu'on va voir exposé, ce sont des faits qui vont vous permettre de devenir des leaders d'opinion sur le sujet islamique et de montrer aux gens que ce qui se passe en ce moment en France. Alors bien sûr, ils ont une espèce de boule au ventre, ils se disent « Waouh, ça n'a pas l'air très agréable, on sent que ça ne va pas dans un très bon sens », mais ils ne savent pas argumenter. Et très souvent, on ne sait pas argumenter, et parce qu'on ne sait pas argumenter, parce qu'on n'est pas informé par les médias, on n'est pas informé par la société française sur la réalité de ce qui est en train de nous arriver, on a recours à des arguments qui sont maladroits, parfois faux, souvent imprécis, et en tout cas peu efficaces. Notre travail, et ça je le répète et je le dirai tout le temps, et c'est urgent, il y a un travail urgent à faire dans notre pays sur convaincre les gens qu'il est nécessaire, non seulement utile, mais nécessaire et indispensable de rentrer dans l'activisme et de faire nous-mêmes ce que normalement nos élites devraient faire. Sauf qu'aujourd'hui nous sommes gouvernés par des élites traîtresses qui travaillent sciemment à la destruction du pays et à l'introduction de l'islam. C'était l'occasion, ce matin j'ai participé à une émission radio sur Radio Courtoisie où on a parlé de ça, du projet Macron de créer l'islam de France. En réalité c'est un mensonge, on ne crée pas l'islam de France pour résoudre un problème, on est dans la énième tentative d'installer institutionnellement avec financement l'islam dans ce pays, avec le concours du gouvernement et évidemment on compte sur votre argent pour faire ça. Voilà. Donc aujourd'hui, les gens qui nous dirigent, au lieu de protéger le pays, le démolissent, nous démolissent, et seront très probablement la cause des guerres civiles qui risquent de péter, et en tout cas des éléments très désagréables qui vont nous arriver, puisque l'arrivée de l'islam quelque part augure toujours d'événements très désagréables. Si vous n'en êtes pas convaincu, demandez à un Égyptien ce qui est arrivé chez eux, demandez aux Libanais ce qui est arrivé chez eux, demandez à toutes les personnes chez qui l'islam est arrivé, ça c'est toujours très mal fini pour les gens qui étaient là à l'origine. Voilà. Donc, je disais, ce qui va être exposé ici n'est pas issu de mon opinion. Je vais aujourd'hui vous parler de faits, de choses que vous pouvez exposer de manière certaine à des gens en disant, voilà, c'est pas mon opinion, je ne dis pas ça parce que j'aime pas l'islam, que j'aime pas les musulmans, ou que j'aime pas ci ou j'aime pas ça. Je te dis ça je vous dis ça parce que c'est vrai, c'est un élément que vous allez pouvoir vérifier, c'est un élément que vous allez pouvoir trouver sur Internet, c'est un élément bref, ce sont des choses objectives, ce sont des choses qui arrivent dans notre pays aujourd'hui. Et ce sont des choses fondamentalement, mais viscéralement et fondamentalement, inacceptables. Voilà. Et il convient, puisqu'encore une fois, nous ne sommes pas défendus par nos élites, mais au contraire, nos élites nous mettent la tête sous l'eau avec ce problème-là, donc il est inutile d'attendre que ça s'arrange, ça ne va pas s'arranger spontanément, et il est inutile d'attendre que les gens qui nous gouvernent arrangent les affaires. Aujourd'hui, les gens qui nous gouvernent font empirer sciemment la situation. Ok, donc on attaque dans le vif du sujet, et voilà, ce qui est en train de se passer chez nous, j'imagine que dans cette salle on en avait déjà une petite impression, c'est tout simplement une colonisation islamique de l'Europe, et une colonisation islamique de l'Europe beaucoup plus planifiée, beaucoup plus organisée, et beaucoup plus large en termes de projets internationaux avec des acteurs internationaux que ce que les gens pensent bien. Très souvent, ils se disent, bon, il y a beaucoup d'immigrés, et comme il y a beaucoup d'immigrés, l'islam arrive, et puis voilà, les choses se font comme ça. Non, les choses ne se font pas comme ça. On nous fait quelque chose, où nous sommes victimes d'une ingérence étrangère. Voilà. Donc, on va partir du général, et après on va rentrer un petit peu dans les détails, et surtout on va commencer par une sorte de mise à niveau, au début, de manière à ce que vous puissiez parler du sujet islamique en connaissance de cause. Très souvent, c'est un sujet sur lequel les gens racontent n'importe quoi, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les infos. Voilà. Donc, nous sommes dans le cadre d'un affrontement. Voilà, je n'ai pas peur des mots, on n'est pas dans le « oui, on est dans un jugement ». Non, c'est un affrontement géopolitique et civilisationnel et qui a une dimension politique. Alors, géopolitique dans un premier temps, puisque tout simplement, on a un acteur, ce sont des gens identifiables, ce n'est pas un complot de mecs cachés sous l'Antarctique, ce sont des gens totalement identifiables, c'est en face de nous, on a l'OCI. L'OCI, c'est l'Organisation de la coopération islamique, c'est la deuxième plus grosse organisation internationale du monde, après l'ONU. Ça regroupe les 57 pays musulmans,
Dans leur sein, on a l'Arabie Saoudite, on a des gens qui sont assis sur des flaques de pétrole, donc qui ont énormément d'argent sous le bras. Et surtout, on a un point commun entre tous ces gens-là, ils sont musulmans. Donc, dans un premier temps, effectivement, dans une des parties, c'est l'OCI, et l'autre partie, je dirais, alors, je ne le définirai pas très précisément, mais globalement, c'est le monde occidental, c'est nous. Mais de manière, si on se pose au niveau religieux, c'est plus vaste que ça, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est le monde musulman contre tout le monde. Enfin bref, en ce qui nous concerne, nous, voilà, les problèmes des Pakistanais et des Népalais, c'est pas notre truc. Donc, en ce qui nous concerne, on a deux parties prenantes, c'est le monde occidental, nous, et l'OCI. Donc, la dimension civilisationnelle et politique, eh bien, c'est un affrontement entre deux sphères idéologiques totalement différentes. Et non seulement différentes, mais on pourrait être différentes mais compatibles, mais différentes, c'est différentes incompatibles, différentes et incompatibles, et différentes et, je dirais, en ce qui concerne la partie islamique, hostiles. Nous faisons face à un groupe civilisationnel hostile. Et on y reviendra tout à l'heure. Là, j'ai l'impression vous avez peut-être l'impression que je donne mon opinion, mais on va argumenter pourquoi c'est hostile. Donc la sphère dite démocratique, alors encore une fois avec les guillemets, la démocratie conçue dans le sens le peuple a la possibilité de créer sa loi. Et l'autre sphère, qui est la sphère théocratique islamique, dans laquelle les gens sont soumis à la charia. On va revenir dans les définitions sur la mise à niveau au niveau de la charia de ce que c'est. Donc les gens sont soumis à la loi d'Allah, la charia. Et si on prend un petit peu de recul et qu'on prend vraiment les choses de très très haut, au niveau philosophique, c'est tout simplement un affrontement entre deux principes fondamentaux, mais totalement opposés, qui est le principe de liberté contre l'esclavage. Nous sommes les peuples libres, historiquement, nous sommes les peuples libres qui nous donnons nos lois. En face, on a un système dans lequel on ne choisit pas la loi qu'on subit et dans lequel on ne peut pas la modifier. C'est la définition de l'esclavage, c'est-à-dire vous subissez une loi que vous n'avez pas choisie et que vous ne pouvez pas modifier. Alors, plan islamique de colonisation de l'Europe, ça va commencer. Donc il y aura trois parties. Première, les définitions, un petit peu ce que je disais, la mise à niveau. Deuxième partie, les agents, qui sont les intervenants dans cette affaire-là. Qu'est-ce qui se passe chez nous? Qui sont les gens qui agissent chez nous? Et in fine, la stratégie en tant que telle. Il y a, à l'heure actuelle, une stratégie qui est mise en place chez nous. Alors, on attaque avec les définitions. On commence par un gros morceau, mais un morceau qui est absolument indispensable, dont on ne vous parle jamais dans les médias. On vous parle de l'islam, on vous parle des religions, on vous parle de tout un tas de trucs, mais on ne vous parle jamais de la charia. Jamais. Ce n'est pas des hommes politiques qui vous disent on a un problème, il y a des gens qui arrivent avec la charia chez nous. Mais c'est pourtant ça, le fond du problème. Le fond du problème, il est là. On a des gens qui arrivent avec un système, la charia. Alors, qu'est-ce que c'est que la charia? Alors, la charia, c'est un système total. C'est vraiment un système global, sociétal total, qui comprend un droit spécifique, une éthique, la soumission, et un comportement spécifique qui va avec. Bon, si vous n'êtes pas convaincu que les musulmans ont un comportement spécifique, c'est que vous ne regardez pas à la télé, que vous vivez sous un caillou. La charia a des caractéristiques qui sont fondamentales et qu'il est absolument important de comprendre, sinon on ne comprend rien à ce qui nous arrive. Alors, là, ce n'est pas, encore une fois, mon opinion. Ça, c'est simplement un résumé de ce que disent les textes musulmans d'eux-mêmes. C'est-à-dire que ça, c'est la définition de la charia selon elle-même. Les textes de charia, voilà. Ça, c'est un manuel de charia, certifié par l'université Al-Azhar. C'est un manuel de charia. Voilà. Donc ça, je vais vous faire un résumé. Alors bon, il y a 1200 pages, donc je ne vais pas vous faire les 1200 pages, mais ça a été un résumé rapide, mais du contenu essentiel de ce qu'il y a dans ce bouquin. Donc, la charia est un système qui se définit lui-même comme supérieur. Pourquoi supérieur? C'est très simple, parce qu'il a été décidé par Dieu. La charia est une émanation de la volonté divine, donc elle est nécessairement d'essence supérieure, en tout cas largement supérieure à ce que peuvent décider des oiseaux qui sont élus pendant 5 ans. Ça, c'est certain, de leur point de vue, il n'y a pas de l'eau. Elle est immuable. Il faut savoir que la révélation islamique s'est faite du vivant du prophète Mahomet, qui s'est lui-même déclaré comme étant le sceau des prophètes, donc le dernier des prophètes. Or, le prophète, par définition, c'est la personne par qui parle Dieu aux humains. Donc, vu qu'il est le dernier prophète, Dieu ne peut plus parler aux humains, et donc la règle qui est transmise aux humains a été transmise à l'époque de Mahomet, et depuis qu'il est mort, Dieu ne peut plus parler aux humains, il ne peut plus y avoir de choses, parce que Dieu ne peut plus dire « Bon, ok, c'est bon les gars, finalement vous avez le droit de boire de la bière ».
il ne peut plus, il n'a plus le droit. La religion islamique, d'ailleurs, c'est assez amusant, c'est la seule religion qui interdit à son Dieu de parler. Donc elle est immuable. Les structures de la charia, ce qui a été décidé par Dieu, personne ne peut le changer, puisque Dieu n'ayant plus le droit de parler, ne pouvant plus parler à personne, il ne peut plus dire les gars, j'ai changé d'avis sur tel et tel sujet. Donc ce qui a été révélé est révélé, point barre, terminé, c'est fini, ça ne bougera plus. Et surtout, personne n'a l'autorité pour modifier la loi de Dieu. Quel est l'humain, effectivement, qui pourrait avoir l'autorité en disant mais finalement non, Dieu a tort, on va changer ça. Ça n'existe pas. Elle est insécable. Alors, insécable, c'est un truc fondamental. Encore une fois, ça, vous ne l'entendrez jamais dans les médias, vous ne l'entendrez jamais dans la bouche des experts, vous ne l'entendrez jamais à la télévision, nulle part. Et pourtant, c'est quelque chose d'absolument fondamental. C'est-à-dire, elle est insécable. Qu'est-ce que c'est qu'insécable ? Quelque chose qu'on ne peut pas couper, quelque chose qu'on ne peut pas séparer. Si vous voulez une petite visualisation, c'est ça. C'est un bloc de granit. Voilà, c'est un bloc. Donc, la charia, quand on rentre dans le système de la charia, quand on considère la loi de la charia, qu'on considère surtout qu'on doit y obéir, on est obligé d'obéir à tout. On ne peut pas en refuser un petit morceau. Nous, les Occidentaux, on a un côté très libéral avec la religion. Comme disaient les Anglais, on fait du pick and choose, c'est-à-dire on choisit, ça se le fait, ça je le fais pas, ça m'arrange, ça m'arrange pas. Et globalement, il n'y a pas de conséquences, personne ne va venir vous tuer. Dans l'islam, ça ne fonctionne pas comme ça. Dieu a dit, il faut faire ça, 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 ça. Vous n'avez pas le droit d'en enlever un morceau. C'est pour ça que Tariq Ramadan, quand il fait son débat avec Sarkozy, ne dit pas on va supprimer la lapidation. Il dit on va faire un moratoire. On va attendre un petit peu. Mais on ne va pas l'enlever. Rien n'est enlevable. C'est un bloc. Et il faut comprendre toutes les lois, tous les règlements islamiques issus de la charia comme un ensemble cohérent. C'est-à-dire que quand vous voyez une petite bonne femme dans la rue avec son voile islamique, quand vous voyez une barquette de viande halal dans un magasin, c'est de la charia. Quand vous voyez un type de l'État islamique qui tranche la tête de quelqu'un, qui coupe une main, des familles qui tuent leurs enfants parce qu'ils veulent quitter l'islam, quand des apostats sont assassinés parce qu'ils quittent l'islam et que c'est interdit, quand vous voyez Charlie Hebdo, des gens qui sont assassinés parce qu'ils se sont moqués du prophète, tout ça, c'est de la charia. Et c'est de la charia au même niveau. Il ne faut pas croire que la lapidation, c'est un degré très intense de charia, que les musulmans trouvent dégoûtant, etc. Ça n'est pas plus ni moins de la charia qu'une barquette de poulet halal. C'est de la charia. C'est un bloc, ça fait partie du bloc. Donc il ne faut pas croire que parce qu'aujourd'hui, certaines personnes n'appliquent qu'une partie des règles de la charia, c'est-à-dire je porte un voile, je me promène déguisé en chamelier, ce genre de choses, ça va s'arrêter là. Ce sont les premières parties d'un tout qui va finir par arriver. Il faut savoir que dans le sultanat du Brunei, alors le sultanat du Brunei, c'est pas dans le Golfe, c'est en Indonésie, du côté de Bornéo. Ils viennent, au bout de 350 ans d'islamisation, de réintroduire la lapidation. Ça finit par arriver. Il dit, parce que d'ailleurs le sultan a dit, voilà, maintenant la société a suffisamment évolué, maintenant on peut clore le travail et introduire les dernières choses qui manquaient, notamment la lapidation. Donc ne croyez pas qu'en cédant sur un point, vous allez faire des gens heureux. Ok, allez-y, construisez une mosquée. Ok, allez-y, portez votre voile. Ok, allez-y, mangez du halal. Non, ça c'est juste une marche. Et après, une fois que vous avez concédé la première, ils vont demander la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième. D'ailleurs, si vous ne croyez pas, regardez la situation de la France il y a 30 ans. Combien de voiles, combien de mosquées, combien de magasins halal, combien de nanas en niqab, combien de djihadistes exportés. C'est quelque chose qui arrive pas à pas chez vous. Et d'ailleurs, c'est ça la définition de l'islamisation. Donc, la charia est insécable. On ne peut pas en refuser un morceau. Quand on rentre dans le système de la charia et qu'on se dit, voilà, finalement, ma vie doit être gérée par la charia et on doit appliquer la charia, au début, peut-être que vous avez quelqu'un qui, sincèrement, pense que la lapidation, non, quand même, c'est un petit peu chaud. Mais peut-être que lui pense ça. Mais la génération d'après, peut-être que les gens diront, quand même, la lapidation, ça fait partie des règles. Et ça finira par arriver. Donc le fait que vous ayez aujourd'hui des musulmans sincères qui vous disent « Mais non, quand même, l'islam, c'est un truc de paix », peut-être ils le croient. Sauf que c'est pas grave, on s'en fout de ce qu'ils croient. C'est pas parce que quelqu'un ignore les règles de football qu'il joue n'importe comment au foot que les règles de football n'existent pas. Les règles, elles existent et elles seront appliquées. Parce que quand on introduit les premières, on amène les deuxièmes, puis les troisièmes, puis les quatrièmes, et ça finit comme le sultanat du Brunei, où on rétablit, éventuellement après 350 ans, c'est pas grave, on n'est pas pressé,
mais les règles ne disparaissent pas. Donc l'argument qui vous sera opposé classiquement dans une discussion, oui, mais la charia n'est pas appliquée, où il y a plein de sortes d'islam, etc. Oui, c'est vrai, la charia n'est pas appliquée intégralement partout, elle n'est pas appliquée exactement de la même manière dans tous les pays, mais tout simplement, ça ne veut pas dire qu'il y a différentes charias, ça ne veut pas dire qu'il y a différents islams, ça veut simplement dire qu'à ces endroits-là, on en est à un point différent de la progression de l'islamisation. Dans certains pays, vous avez juste 2-3 mosquées. Dans d'autres pays, quand je dis dans d'autres pays, je ne vais pas très loin, je vais en Angleterre, Birmingham, 180 mosquées. Donc ne croyez pas que quand vous acceptez la première mosquée, vous êtes tranquille. Non, c'est la porte ouverte aux autres. Birmingham, 180 mosquées. Donc, elle est insécable. Et enfin, elle est abrogative. Ça non plus, on ne va pas vous le dire dans les médias. Ça non plus, vous n'allez pas l'entendre dans les journaux. Vous n'allez avoir aucun expert qui va vous le dire. La charia se présente comme un système sociétal qui arrive pour remplacer tous les autres systèmes humains, pour remplacer toutes les coutumes de toutes les sociétés, remplacer toutes les lois de toutes les sociétés. Elle est abrogative. Abrogative, c'est j'annule et je remplace. C'est la vocation de la charia, et ça s'appuie sur des prescriptions coraniques dont on va parler tout à l'heure. La charia est abrogative. Donc le gars qui se pointe avec son déguisement de chamelier, on n'est pas dans le folklore, on est, on est en train de voir quelqu'un qui vous dit « j'arrive avec un système qui va remplacer toute la manière dont fonctionne votre société ». Donc déjà, ça vous fait comprendre qu'il faut être un petit peu moins tolérant avec les gens qui portent des voiles, même s'ils sont des petites jeunes filles très souriantes qui vous disent « c'est mon droit, c'est mon choix ». Elle est en train de vous dire « je vais, moi et les gens de mon groupe, on va remplacer vos lois, on va remplacer vos coutumes, on va détruire votre culture et on va la remplacer par la charia ». C'est ça que vous êtes en train de voir. Et c'est ça dont il faut être conscient. Donc quand vous êtes dans des discussions où les gens vous disent quand même, tu es un petit peu extrême, quand même c'est fils, ça fait du mal à personne quand même de porter un voile sur la tête, ça fait du mal à personne, c'est jamais qu'un morceau de tissu. Non, c'est pas un morceau de tissu, c'est un morceau de charia qui arrive chez vous. Et la charia, c'est très dangereux, ça tue des gens. Ça tue des gens qui sont des non-musulmans. D'ailleurs, ça tue des musulmans aussi. Donc, les 4 caractéristiques que vous devez avoir en tête au niveau de la charia, c'est supérieur, parce qu'elle arrive d'un Dieu, immuable, parce que personne n'a l'autorité pour la changer, insécable, c'est un bloc dont on finira par voir tous les morceaux, qu'on ne les voit pas aujourd'hui, c'est pas très grave, ils finiront par arriver, et enfin, abrogative, c'est qu'elle a vocation à remplacer tous les systèmes sociétaux existants sur la planète. Donc pas seulement l'Occident, je parlais de l'Occident tout à l'heure, mais c'est pas vrai, les Indiens, pareil, en Inde, c'est pareil, partout, toutes les coutumes non islamiques sont vouées, selon la doctrine islamique, à disparaître et à être remplacées par la loi qui a été ordonnée par Dieu pour l'humanité, c'est-à-dire la charia. Alors, les contenus de la charia, ils sont très divers. On est rapide, hein. Alors, encore une fois, ça vous ne le verrez non plus jamais à la télévision, jamais dans les médias, et jamais aucun expert ne va vous le dire non plus. Vous avez 2 types d'obligations. Une, alors celle-là, par contre, la première, on vous en parle, hein, parce qu'elle n'est pas super grave. Voilà, c'est les obligations individuelles. Et la deuxième, les obligations collectives, dont on ne vous parle pas. Donc les premières, c'est les obligations individuelles que vous connaissez probablement tous, c'est-à-dire la charia, la déclaration de foi, il n'y a de Dieu que Dieu et Allah et son prophète. Donc ça fait de vous un musulman. Les 5 prières par jour. La zakat, c'est-à-dire alors, aujourd'hui, on nous pipote en nous parlant d'aumône. C'est l'aumône musulmane. Non, c'est pas l'aumône, c'est un impôt islamique. N'oublions pas, la charia et le système islamique est un système politico-religieux. C'est pas une religion. Donc, surtout, quand on parlait de l'islam, arrêtez de dire la religion. L'islam est une religion, la religion islamique. La religion des musulmans, c'est pas une religion. C'est une idéologie suprémaciste, antidémocratique. C'est un objet politique. D'ailleurs, principalement politique. Alors, évidemment, il y a une composante religieuse dedans, parce qu'on vous dit, si vous obéissez à l'ordre islamique, vous allez avoir le Club Med. Mais c'est un système essentiellement politique, puisqu'il formate la société. Donc la zakat, c'est l'impôt islamique, puisqu'il est prévu dans l'idéologie islamique que les musulmans doivent contribuer monétairement au fonctionnement de l'État islamique. Le ramadan, c'est de la charia, c'est une obligation musulmane.
Et enfin, le pèlerinage. En théorie, on est censé faire au moins une fois dans sa vie le pèlerinage à la Mecque. Alors ça, c'est les trucs qu'on vous dit toujours, mais l'islam, c'est ça. Alors évidemment, ça ne paraît pas très méchant. Voilà une petite déclaration comme ça, des prières de temps en temps, un petit peu de sous qu'on donne à la mosquée, le ramadan, c'est le côté pâtisserie de la charia, hein, et puis le pèlerinage, bon, après tout, vous avez bien le droit de se balader. Voilà, maintenant, les choses dont on ne vous parle pas, mais qui sont des obligations. Alors, obligation collective. Je définis précisément ce que c'est qu'une obligation collective. Une obligation individuelle, c'est une obligation qui tombe sur chaque individu. Individuellement, chaque personne a l'obligation de faire ça. L'obligation collective, c'est une obligation qui tombe sur un groupe de gens. C'est-à-dire que les obligations qui vont être listées sont des obligations qui incombent au groupe. Individuellement, vous n'avez pas toujours nécessairement, vous, à faire la chose, mais il faut que le groupe duquel vous faites partie, donc le groupe de musulmans dans lequel vous êtes, génère cet effort et fasse cette obligation, sinon toute la communauté est en état de péché. Donc, obligation collective, avoir des chefs musulmans. Alors, pourquoi avoir des chefs musulmans? On est en parfaite logique avec ce que je disais tout à l'heure, puisque le système islamique étant un système supérieur, les musulmans ne peuvent pas être commandés et fonctionner selon les règles d'un système inférieur. Donc les chefs, les gens qui commandent les individus musulmans, doivent être musulmans, parce que sinon ça voudrait dire que des non-musulmans, qui donc appliquent des systèmes inférieurs et abrogés, auraient autorité sur les musulmans, ce qui est évidemment inacceptable. Donc les musulmans doivent avoir des chefs. Ils doivent avoir des juges. Alors, la charia, c'est aussi un droit. Il y a du droit islamique. Aujourd'hui, actuellement, dans le monde, il y a des universités, il y a des tribunaux islamiques dans le monde islamique, ils apprennent du droit islamique. Il y a du droit. Par exemple, couper la main des gens, c'est pas un truc de fou. C'est quelque chose qui est prévu dans des codes, comme ça. Le fait d'obliger sa femme à porter le voile, d'éventuellement d'avoir le droit de la battre, d'avoir le droit de la séquestrer, de l'empêcher de sortir de la maison, etc., c'est codifié. C'est codifié dans des manuels de charia comme ça. C'est du droit, donc il y a un droit. Or, encore une fois, le droit des mécréants a été abrogé par l'islam. Donc le droit des mécréants ne peut pas faire fonctionner des musulmans, puisque c'est un droit inférieur qui est issu de règles votées par des gens, donc ce n'est pas beaucoup de lois, puisque leurs lois, à eux, étaient votées par Dieu, et donc ils ont la nécessité d'avoir des juges. Alors d'où, encore une fois, rappel à la réalité, Angleterre, il y a déjà plus de 100 tribunaux de la charia qui existent, officiellement. En France, ce n'est pas officiel, mais quand même, dans beaucoup de mosquées, il y a des arrangements entre des gens, on va voir l'imam en disant voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Il y a des gens qui donnent du droit. On a aujourd'hui des gens dans les instituts de formation pour les imams qui apprennent le droit matrimonial. Parce que le droit matrimonial islamique n'est pas le même que le droit matrimonial occidental. Voilà. Le fait que, par exemple, les femmes musulmanes n'aient pas le droit de se marier avec des non-musulmans, ce n'est pas une règle du droit français. C'est une règle de droit islamique. Et donc, il l'applique aujourd'hui chez nous. Essayez de vous marier, vous, en n'étant pas converti à une musulmane, ça va être vachement compliqué. Et si elle a des cousins un petit peu fâchés, il faut apprendre à courir vite. Hein. Voilà, donc avoir des juges. Le djihad. Alors, le fameux djihad qui, dans les médias, on nous explique, c'est un effort intérieur sur les passions. Page 599, le djihad militaire est une obligation pour les musulmans. C'est une obligation collective. Alors, le djihad, contrairement à ce que les gens disent, ce n'est pas vraiment une guerre sainte. C'est une guerre légale. Alors, je rappelle que ce livre est un livre de droit. C'est un livre de droit. Et dans le chapitre sur la justice, qui est le livre O, chapitre 9, il y a le djihad. Le djihad fait partie du droit islamique, le djihad fait partie du djihad militaire. Et ils en parlent, ils disent, voilà, le djihad, ça ne veut pas dire, ça c'est les luttes contre les passions, ça c'est le pipeau qu'on vous sort à la télé. Ça n'existe pas, ça. C'est issu d'un hadith qui n'est absolument pas authentique, enfin c'est n'importe quoi, c'est le pipeau pour occidental. Le djihad, c'est la guerre militaire pour imposer l'ordre islamique aux mécréants. Puisque, dans la perspective islamique, c'est comme une offre de la mafia. C'est-à-dire qu'on vous offre l'opportunité de rentrer dans l'ordre islamique, c'est-à-dire convertis-toi, mais en fonction de la réponse, de toute manière, la situation sera la même. C'est-à-dire que si vous dites non, je ne veux pas me convertir, eh bien on vous fait la guerre. Alors bon, il y a des variantes, c'est-à-dire si vous êtes juif ou chrétien, vous avez le droit de vous soumettre à l'ordre islamique, c'est-à-dire de rentrer dans l'ordre islamique avec un statut de dhimmi, donc un statut d'inférieur, dans lequel vous devez vous humilier, obéir aux musulmans, avoir des droits inférieurs. Donc ça, c'est la fameuse tolérance. Mais on dit oui, l'islam, c'est très tolérant. Oui, ça tolère effectivement des juifs et des chrétiens, mais pas sur un statut d'égalité comme nous. C'est pas la tolérance islamique n'est pas la tolérance occidentale.
La tolérance islamique, c'est je tolère que tu vives, mais avec un statut inférieur, l'obligation de payer un racket chaque année en t'humiliant, et surtout, n'oublie pas, tu n'es pas le chef. Et si tu désobéis à une des règles du contrat, alors il y a tout un tas de règles sur la dimitude, c'est la peine de mort. Parce que c'est considéré comme une révolte. Donc, c'est une offre de la mafia, tu dois rentrer dans l'ordre islamique. Alors, soit ça se passe de manière souriante, c'est-à-dire que tu te convertis à l'islam, soit ça ne se passe pas d'une manière souriante, et dans ces cas-là, c'est le djihad, puisque le djihad, en vérité, sert à détruire le pouvoir des mécréants, de manière à ce que la société devienne une société qui permette la prédication islamique. Encore une fois, très souvent, les gens croient que le djihad, ça vous force à vous convertir. Non. Le djihad sert à détruire la puissance des mécréants, à installer une société qui est commandée par les musulmans, de manière à ce que les musulmans puissent vivre avec des chefs et des juges selon leurs règles, ce qui n'aurait pas possible dans une société de mécréants, et surtout qu'ils puissent établir une société dans laquelle la prédication islamique se fasse totalement librement, et que donc, peu à peu, les mécréants soient convertis. Donc, le djihad n'est pas un effort violent pour vous convertir, c'est un effort violent pour détruire l'autorité des mécréants et mettre en place l'ordre islamique dans lequel certains mécréants ont le droit de vivre, mais pas tous. Par exemple, si vous n'êtes pas juif, si vous n'êtes pas chrétien, vous êtes un hindouiste ou un athée, alors là, le choix, c'est conversion ou la mort. Donc le djihad, guerre légale, prévue, c'est une obligation collective des musulmans. Et alors, comme je disais, obligation collective, mais obligation collective, ça veut dire que tout le monde ne doit pas prendre un kalachnikov et aller tuer du mécréant. C'est que certains vont se battre, d'autres vont financer. Les troisièmes vont organiser la logistique, les quatrièmes vont soutenir, et les cinquièmes vont dire que ça n'existe pas. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'on doit soutenir l'effort de guerre visant à la destruction du pouvoir des mécréants. C'est un devoir. Le califat. Le califat est une obligation de la charia, puisque certaines lois de la charia ne peuvent être mises en place que dans le cadre d'un califat. Donc il faut établir un État islamique, il faut établir un califat, puisque sinon, si on n'a pas de califat, si on n'a pas d'État islamique, on ne peut pas appliquer certaines lois de la charia, donc péché. Donc le califat est une obligation. D'ailleurs, le califat fait partie des objectifs des frères musulmans, qui sont présents en France, les gens de l'UOIF, c'est la branche française des frères musulmans. Les frères musulmans ont comme perspective, ont comme objectif, ça fait partie de leur devise, instaurer la charia et rétablir le califat. D'ailleurs, les frères musulmans ont été créés juste après la destruction du califat, pour justement, avec pour but de le remettre. Il faut savoir que le califat n'est pas un truc de cinglé de l'État islamique. Le califat, c'est le mode normal d'organisation des musulmans. Les musulmans avaient un califat depuis 1200 ans, quasiment, et le califat a été détruit en 1924. Donc c'est très récent qu'il n'y ait plus de califat dans le monde islamique. Le califat, c'est le mode normal de fonctionnement de l'islam. Aujourd'hui, si les musulmans sont organisés, si le monde musulman est organisé en État, c'est parce que nous leur avons mis une raclée, parce qu'on a eu la puissance militaire, on a eu la possibilité de les coloniser, et historiquement, la Turquie a choisi le camp des perdants pendant la Première Guerre mondiale, donc la Turquie a été démantelée, et le califat a été démantelé, arrêté. Mais le califat, c'est le mode normal du fonctionnement. Donc les gens ont toujours dit, oui, mais le califat, c'est des excités en Syrie, c'est les mecs d'ISIS, c'est les mecs de Daesh. Non, c'est le mode normal de fonctionnement de l'islam. L'histoire de l'islam, c'est une histoire dans laquelle il y a eu un califat pendant plus de 1000 ans. Il faut quand même comprendre ça. Donc dans la tête des musulmans, c'est encore frais. Et c'est dans les aspirations des gens qui sont aujourd'hui actifs dans le monde islamique de remettre en place le califat. Et, in fine, ordonner le bien et interdire le mal. Ça aussi, c'est fondamental, c'est une citation coranique, on va y arriver. Alors ça, je disais, ça, on ne vous en parle jamais. Parce que c'est un petit peu des sujets qui fâchent. Avoir des chefs, donc ça veut dire ne pas obéir à l'autorité des mécréants. Avoir des juges, c'est-à-dire ne pas obéir aux lois des mécréants. Toute ressemblance avec ce qui se passe dans la société actuelle serait bien évidemment fortuite. Le djihad, non, ça en plus, ça n'existe pas. C'est juste, c'est pas chez nous, c'est un effort intérieur, ça n'a aucun rapport avec les militaires. Si, ça a un rapport avec la guerre. Le califat, oui, non, mais c'est des excités quelque part en Syrie. Non, le califat, c'était le mode normal de fonctionnement de l'islam. Donc, s'ils arrivent avec la charia, ils arrivent avec le califat dans les valises. Pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais un jour. En tout cas, c'est dans la perspective. Et enfin, ordonner le bien et interdire le mal. Alors ça, c'est extrêmement important. C'est un devoir. C'est mentionné d'ailleurs dans ce manuel de charia dès le début. C'est un devoir fondamental des musulmans.
Et vous remarquerez le vocabulaire, ce n'est pas conseiller le bien et déconseiller le mal, c'est ordonner et interdire. Les musulmans, enfin la doctrine musulmane dit que le musulman est le vice-régent d'Allah sur terre. C'est-à-dire que c'est le bras armé d'Allah, et le musulman a donc le droit divin d'imposer la loi divine et d'interdire ce qui n'est pas correct, ce qui n'est pas compatible avec la loi divine. Donc on ne vous dit pas d'obligation dans la religion islamique. Voilà. Alors la charia, ça contient beaucoup de choses. Ça contient des obligations rituelles, des règles fiscales, des règles commerciales, des règles de succession, des règles maritales, des règles de justice, des obligations diverses de comportement et de croyance pour les musulmans et les non-musulmans. Il faut savoir que l'islam, c'est le seul système idéologique qui prévoit non seulement des règles pour ses membres, mais aussi pour les règles pour les gens qui n'en font pas partie. De l'autre côté, c'est pas gênant pour eux, puisqu'ils ont le devoir d'ordonner aux autres ce qu'il faut faire. Alors, le léger problème avec tout ça, c'est que tous les points là que j'ai soulignés avec des petits points d'exclamation sont incompatibles, illégaux ou carrément criminels dans nos sociétés. Une des règles toutes bêtes de l'islam, c'est « vous quittez l'islam, on vous tue ». Apostasie, peine de mort. Vous vous moquez de Mahomet, on vous tue. D'ailleurs, ça permet de comprendre dans l'actualité les attentats de Charlie Hebdo. Les attentats de Charlie Hebdo, ce n'est pas un attentat terroriste. C'est une leçon de charia pour les Occidentaux qui n'ont pas compris. On vous l'avait dit, vous n'avez pas le droit de vous moquer du prophète. Vous êtes moqué du prophète, on vous flingue. Vous êtes mort. Et bien je peux vous assurer que toute la presse occidentale a compris la leçon. Ça a très bien marché, c'était une leçon de charia. Sauf qu'on ne vous l'a pas expliqué comme ça dans les médias. On vous dit c'est juste une bande de cinglés qui est un peu énervés, voilà, on a froissé les sentiments des musulmans. Non, c'est une leçon de charia. C'est juste de la charia qui est en train d'arriver de chez vous. Voilà. Alors, la charia, c'est un système qui discrimine. C'est un système fondamentalement discriminatoire, dans lequel vous avez des droits différents quand vous êtes musulman, non-musulman, homme ou femme. C'est un système qui détruit les libertés individuelles. Vous n'avez pas, encore une fois, commandement coranique. Quand Allah et son prophète ont décidé d'une chose, le croyant n'a plus sa liberté d'agir. Vous êtes obligé. C'est un système qui utilise et promeut l'usage de la violence. Dans ce livre, vous avez les 8 niveaux de violence. Ils décrivent les 8 niveaux de violence que vous pouvez appliquer sur les gens pour faire respecter les règles de la charia. Alors ça va du rappel souriant en disant « tu sais, tu ne devrais pas boire d'alcool » à l'utilisation de la violence en bande armée. Et c'est enfin un système qui, cerise sur le gâteau, légitime l'esclavage. Là non plus, on ne vous le dit pas. On est en train de faire rentrer en France un système idéologique qui comprend l'esclavage. Rock'n'roll quand même. À une époque, on est en train de nous culpabiliser tous les jours de la semaine en disant vous êtes des méchants blancs, vous avez réduit les gens en esclavage, vous êtes vraiment la lie de l'humanité, vous êtes vraiment des gens à vomir, vous êtes coupables. C'est un système qui promeut l'esclavage. Il n'y a aucune école doctrinale de l'islam qui a aboli doctrinalement l'esclavage. D'ailleurs, c'est un débat qui a régulièrement dans le monde musulman et qui se finit toujours de la même manière. Ils ont dit, mais on ne peut pas condamner l'esclavage ni l'interdire puisque notre prophète faisait des esclaves et avait des esclaves. Donc si on condamnait l'esclavage en disant l'esclavage est immoral, ça serait une condamnation de notre prophète. Donc, sujet suivant. C'est un système qui comprend l'esclavage. Donc ça, quand même, dans une discussion, je peux vous assurer que ça fait il y a un léger silence en général quand vous sortez ça. Bah oui. D'ailleurs, quand vous remarquez les systèmes, dès que vous avez des gens un peu excités qui remettent des trucs type califat en place, par exemple au Daghestan, en Russie, en Syrie, avec Daesh, qu'est-ce qu'on voit apparaître? Les marchés aux esclaves. Les marchés aux esclaves. C'est consubstantiel à l'islam. En ce moment est en train d'arriver en France un système qui garantit à ses membres le droit de réduire les hommes, et particulièrement les femmes des mécréants, dans certaines conditions, les femmes des mécréants, comme esclaves, et notamment esclaves sexuels. Ça n'a jamais été aboli par aucune école doctrinale. C'est aujourd'hui encore valable. Il y a des cas, donc c'est une idéologie qui arrive chez nous, qui prévoit, dans certains cas, pour ses membres, le droit de réduire les femmes des autres en esclavage. Je peux vous assurer que ça aussi, dans une discussion, ça fait de l'effet. Mais c'est vrai, c'est comme ça. Donc,
Alors, dans une époque de bisounours, droit de l'homiste absolu, hein, voilà, c'est un système qui discrimine. C'est-à-dire s'il y a un système qui dit, voilà, vous êtes un homme, vous êtes une femme, vous n'avez pas les mêmes droits. Par exemple, héritage, une femme hérite de la moitié d'un homme. Un homme a le droit d'interdire à sa femme de sortir de la maison. Les musulmans ont plus de droits que les non-musulmans. Et tout en bas, vous avez les esclaves, qui, eux, carrément, ils n'ont aucun droit. Donc ce n'est pas un système qui respecte le principe de l'égalité, de l'équité et de la tolérance sur un niveau d'égalité. Le musulman est toujours au-dessus. Dans un système régi par la charia, un musulman ne peut pas être condamné à mort pour avoir tué un mécréant. Par contre, un mécréant qui tue un musulman est mis à mort. Parce que le musulman a un statut supérieur aux non-musulmans. Voilà. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que la charia a pour unique vocation de détruire et de remplacer tous les autres systèmes d'organisation humain. Ça, c'est fondamental. Donc, quand quelqu'un arrive chez vous avec un voile, même si c'est quelqu'un de super gentil et souriant, il arrive avec ça. Parce que rappelez-vous, le bloc de ciment, le bloc de béton, ça fait partie d'un ensemble. C'est la première partie. Vous acceptez ça, le reste va venir. Et enfin, si on veut parler de droit positif européen, quelque chose de absolument très droit de l'homiste, etc., Cour européenne des droits de l'homme, 13 février 2003, dans un jugement officiel sur un cas turc, où justement l'État turc avait interdit un parti islamiste, ça c'était avant l'arrivée d'Erdogan, la charia est incompatible avec les principes démocratiques. Alors ça, c'est pas une opinion, ça c'est du droit positif, hein, c'est-à-dire que les jugements de la Cour européenne des droits de l'homme, en plus c'est la haute chambre, donc vraiment le truc le plus top, ça s'impose à nos États. Les jugements de la Cour européenne des droits de l'homme juge des États, juge des lois, dit au pays, ça c'est vrai, ça marche, ça marche pas, ça c'est acceptable, ça ne l'est pas. C'est un jugement officiel, ça fait partie du droit positif européen. La charia est incompatible avec les principes démocratiques. Ça, c'est pas votre opinion, c'est du fait juridique établi, certain, solide. Suite des définitions, l'islamisation. L'islamisation, tout le monde en parle, mais personne ne donne jamais de définition. Ah, il y a trop d'arabes, ou je sais pas quoi, enfin bref. L'islamisation a une définition extrêmement précise. C'est un processus de conquête idéologique qui est politique, sociologique, qui a une dimension politique, sociologique et religieuse. Donc effectivement, il y a du religieux dans l'islam, mais ce n'est pas que ça. C'est très loin d'être que ça. Et donc l'islamisation, c'est un processus qui vise à progressivement soumettre les individus et la société aux règles de la charia. Ce n'est rien d'autre. Ce n'est rien d'autre que ça. Vous voyez du voile, vous voyez de la barquette de poulet halal, vous voyez des mosquées se construire, vous voyez des gens qui font le ramadan, vous voyez des gens qui disent tiens, salam alaikum, vous voyez des gens déguisés en chamelier, c'est de la charia qui est en train d'arriver chez vous. Ça fait partie d'un processus. Ce sont des éléments de charia qui arrivent progressivement chez vous. Historiquement, dans le temps passé, à l'époque où les musulmans avaient la puissance militaire, ça arrivait d'un coup chez vous. C'est-à-dire qu'ils arrivaient avec l'armée, ils cassaient tout, ils disaient maintenant c'est nous les chefs, et la charia est arrivée comme ça. Sauf que là, le rapport de puissance militaire aujourd'hui il est inversé. Ils n'ont pas la capacité de détruire militairement, de nous faire le djihad militaire. Donc qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils coupent le petit truc, ils coupent la charia en petits morceaux, et ils nous la font rentrer progressivement. Si vous n'êtes pas convaincu de ça, regardez l'État de la France il y a 30 ans. Regardez pour peu à peu, on nous a fait rentrer des morceaux. On en est aujourd'hui au point où on nous explique que le ramadan, l'Aïd, etc. doit faire partie des fêtes nationales françaises. Donc c'est un processus qui vise à la destruction des sociétés mécréantes afin d'instaurer l'ordre islamique. Voilà. Fonctionner selon la charia, c'est rentrer dans l'ordre islamique. Alors, les symptômes, c'est ça, hein. C'est tout ça, c'est qu'est-ce que c'est qu'un processus d'islamisation? C'est quand oui, ça arrivé dans votre société. Donc, la disparition du porc dans les magasins, persécution des apostats, les salutations islamiques, des restrictions matrimoniales, des contestations d'usage et de tradition, l'arrivée des mosquées, l'Aïd el-Kébir, le ramadan, le mariage des mineurs, la ségrégation sociale, disparition d'alcool, les fameux crimes d'honneur, c'est-à-dire, tiens, ma fille, elle sort avec un gars qui n'est pas musulman, on la jette par la fenêtre. Mutilation génitale féminine, l'interdiction de la critique de l'islam, le port de la robe islamique, la circoncision, la finance islamique, le halal, les mariages forcés, l'homophobie, etc., etc., etc. Tout ça, c'est de la charia. C'est le bloc dont on parlait tout à l'heure. Ce ne sont pas, contrairement à ce que vous nous faire croire aujourd'hui, c'est mon choix, mais c'est juste le port du voile, ou c'est juste le port de la barbe. Non, ça fait partie d'un ensemble. Donc, le côté, oui mais c'est mon choix, non c'est pas son choix. C'est une règle de la charia.
C'est pas son choix. C'est un choix qui lui est imposé par un système, qui ne lui donne pas le choix. Alors, les agents. Eh bien, tout à l'heure, je parlais d'un affrontement. Un affrontement, ça veut dire qu'on est en guerre. Si on est en guerre, on a des ennemis. Qui sont nos ennemis? Alors, je disais tout à l'heure, il est important de devenir des leaders d'opinion et d'expliquer les choses aux gens pour qu'ils les comprennent. Mais pour qu'ils les comprennent, il faut aussi qu'ils les acceptent. Donc si vous dites, voilà, les Arabes sont nos ennemis, déjà, vous avez tort, il y a des Arabes chrétiens. Il y a aussi des Arabes musulmans qui ne sont pas, objectivement, pour l'instant, nos ennemis. On verra plus tard, ce sont des idiots utiles. C'est pas vrai. Vous avez généralisé, vous avez dit quelque chose non seulement d'excessif, mais de faux. Vous avez perdu les gens en face de vous. Parce qu'on vous dit, bah voilà, c'est excessif, tu racontes n'importe quoi, moi je connais voilà, tout le monde connaît son arabe, le petit épicier du coin, machin, qui est gentil. Et c'est probablement vrai. C'est probablement vrai. Donc quand vous dites, voilà, nos ennemis c'est les Arabes, vous avez tout faux. Vous dites quelque chose de faux. C'est faux. Nos ennemis, et là je parle vraiment de termes d'ennemis, parce qu'ils veulent notre disparition, ce sont les propagateurs de charia. Et vous allez être étonné de ce qu'il y a dans les propagateurs de charia. Ça, c'est la vraie, c'est le mot, le vocable que vous devez utiliser. Les propagateurs de charia. Déjà, propagateur, c'est pas un terme très sympa, ça évoque une maladie, ça tombe bien, parce que la charia, c'est un peu comme le cancer. Hein. Donc, nos ennemis, ce sont les propagateurs de charia. Et dans ces propagateurs de charia, vous avez plusieurs catégories. Vous avez des organisations transnationales. Je parlais tout à l'heure des frères musulmans, ils sont présents partout dans le monde. Mais bon, vous avez les tablighs, vous avez tout un tas d'organisations islamiques qui sont vraiment des multinationales islamiques, hein, qui sont présentes un petit peu partout dans le monde. Donc, des organisations transnationales. Ça, ce sont des gens qui font ouvertement la propagation de la charia. Les frères musulmans, c'est leur objectif. Vous avez l'OCI, c'est une organisation officielle, internationale. Elle est composée d'États. Vous avez, alors l'ISESCO, on en parlait tout à l'heure, l'ISESCO c'est une institution, donc un petit peu comme une sorte de ministère, dans l'OCI, qui est chargée, donc ça s'appelle, c'est l'Islamic Educational, Scientific and Communication Organization, c'est-à-dire c'est une organisation qui est l'équivalent du ministre de la Communication, de l'Éducation, des Sciences, voilà, c'est déjà beaucoup, quoi. Et ça, c'est une des institutions de l'OCI, et c'est elle qui met en œuvre la stratégie dont on va parler tout à l'heure, chez nous. Et vous avez donc des organisations comme les Frères musulmans dont je parlais tout à l'heure. Vous avez également des organisations locales, j'appelle organisation locale, organisation de niveau national qui travaillent chez nous. C'est-à-dire des organisations type les mosquées, les centres culturels, des écoles islamiques, les cours d'arabe, les gens qui font des cours d'arabe, les gens qui font des cours de religion, les scouts musulmans, ASBL, parce que c'est un exposé que j'ai fait en Belgique, et en Belgique, ASBL, c'est l'équivalent d'associations. Donc les associations musulmanes diverses, etc. À partir du moment où elles se nomment musulmanes, elles font partie, très clairement, des propagateurs charia. Quand vous faites une association qui fait du kayak, vous dites association pour faire du kayak. Quand vous appelez association musulmane pour faire n'importe quoi, vous êtes une association qui va faire une activité de manière musulmane, c'est-à-dire d'une manière qui est compatible avec la charia, et qui agit objectivement en tant que diffuseur de charia, diffuseur des pratiques, diffuseur du contenu, et diffuseur de la manière d'appliquer la charia. Alors, ce que je cite là, je ne le cite pas non plus par hasard, c'est pas mon opinion, c'est parce que tout simplement c'est mentionné officiellement dans le document qui est publié par l'OCI. Vous avez les idiots utiles et les collabos. Alors, les idiots utiles et les collabos, il y a plusieurs ordres. Vous avez des hommes et femmes politiques, des élus divers. Pas nécessairement musulmans. Quand vous avez un élu qui accepte la construction d'une mosquée, propagateur de charia. Quand vous avez un élu qui donne son argent, comme par exemple René Feltès, un député de la Gironde, qui a donné 50 000 € pour la construction de la grande mosquée de Bordeaux. Idiot utile. Alors il le fait pour du clientélisme, évidemment, c'est pas gratuit, il ne fait pas ça pour rien, mais il contribue à la construction d'une mosquée, donc au fait de répandre la charia dans notre pays. Idiot utile. Alors, je suis sympa quand je dis idiot utile, parce que je présuppose qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Pour certains hommes politiques, il est tout à fait possible qu'ils sachent objectivement ce qu'ils sont en train de faire, et qu'ils le fassent quand même. Donc là, ce n'est pas des idiots utiles, c'est vraiment des traîtres. Enfin, on y ira tout à l'heure. Vous avez les médias. Alors, tous les médias qui vous diffusent de la fausse information à tour de bras sur l'islam. Le ramadan, fête conviviale, gna gna gna, la fausse connaissance que tout le monde a de l'islam et qui est véhiculée par les médias. L'islam c'est un truc tolérant, c'est très divers, pipeau, pipeau, pipeau. Ils aident à la diffusion de la charia.
en ne donnant pas les vraies informations et en faisant la promotion d'un système islamique qui contient la charia. Quand on explique que la charia devient une fête traditionnelle française, promotion de la charia. Et ces gens-là, vous le remarquerez, ne sont pas musulmans. Ils ne sont pas musulmans. Et enfin, commerçants et industriels. Eh bien oui, Carrefour, Auchan ou le petit épicier du coin, quand il a un rayon halal dans sa boutique, le gars, il n'est pas musulman, mais il contribue à la diffusion de la charia. Idiot utile. Il n'est pas musulman. Donc vous voyez, ce n'est pas les musulmans nos ennemis. C'est plus vaste que ça. Ce sont les propagateurs de charia, y compris ceux qui ne sont pas musulmans, et ceux qui ne le font pas sciemment. Le petit épicier, il n'est pas là en train de se dire je suis en train de répandre la charia en France. Il se dit simplement je vais faire du business, je vais augmenter ma marge bénéficiaire, je vais faire du chiffre d'affaires. Mais il n'empêche que c'est un idiot utile qui contribue à la diffusion de la charia en France. Et enfin, des gens ordinaires, des musulmans ou pas, bah, par exemple, tout simplement, le gars qui ne sait pas, il va là, il a du poulet, il se dit, oh bah tiens, celui-là il est moins cher, il écrit quoi halal dessus? Oh, ça va être une nouvelle marque. Et il achète un poulet halal. Quand vous achetez du halal, vous payez une taxe à une organisation islamique, vous contribuez à l'islamisation. Idiot utile. Pareil pour les musulmans. Il y a tout un tas de musulmans qui sont persuadés que le halal, il faut manger halal, on les a persuadés qu'il fallait manger halal, et que le halal c'est meilleur pour la santé, patati patata, mais ils n'ont pas, eux, envie, personnellement, d'établir la charia, de couper la tête des gens et de tuer les mécréants. Ce sont des gens tout à fait raisonnables, sympathiques éventuellement, voilà, des gens normaux. Mais ils contribuent à l'arrivée de la charia. Et donc, in fine, à la destruction des mécréants, à la lapidation et à tout ça. Ils ne le veulent pas. Mais ils achètent halal, idiot utile. Donc, propagateurs de charia, musulmans ou pas. Et enfin oui, je passais rapidement, je l'ai pas évoqué, mais voilà, ceux qui le font, par contre, en sachant ce qu'ils sont en train de faire, eux, ce sont soit des collabos, soit des traîtres. Mais en tout cas, nos ennemis. Alors, il y a des organisations musulmanes, hein. Les gars qui font, par exemple, qui organisent la certification halal, eux sont des islamistes qui savent très bien ce qu'ils font. Eux, il n'y a aucun doute, ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Donc eux sont carrément des ennemis. Alors, partie 3, on va attaquer le gros du morceau. Ce qui est appliqué, je vous parlais tout à l'heure d'une ingérence étrangère, hostile dans notre pays. Et bien c'est ça. Ça, c'est un document officiel, adopté en 2000 par l'OCI à son plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau des chefs d'État. C'est un document qui a été voté, approuvé et qui est mis en application chez nous. C'est un document que vous pouvez consulter parce qu'il est en français. Il faut savoir que l'OCI est une organisation internationale qui a 3 langues officielles, l'arabe, l'anglais et le français. Donc si vous allez sur le site de l'ISESCO, j'ai quelques captures d'écran, je vous montrerai ça, vous allez pouvoir trouver ce document et le lire vous-même. Bon, alors je vous préviens, c'est un petit peu étouffe chrétien, ça fait 119 pages, le style n'est pas terrible, mais quand vous avez tamisé le baratin et les trucs un petit peu inutiles, vous avez quand même trouvé quelques pépites dont je vous en ai sorti quelques-unes. Donc, alors, stratégie de l'action islamique culturelle à l'extérieur du monde islamique. Alors, vous noterez que c'est culturel. Alors, il précise bien dans ce document que s'il se présentait de manière politique, comme un projet politique, ça ne serait pas accepté dans les pays occidentaux. Bah oui. Eh les gars, on est une organisation, on amène la charia chez vous. Et on a le projet de remplacer toutes vos lois par la charia. Je veux bien qu'on ait beaucoup de collabos ici, mais ça serait un petit peu dur à avaler. Par contre, ils disent, mais si c'est culturel, en Europe, on peut tout faire si c'est culturel. Donc, bah, c'est culturel. Voilà, donc tout est culturel, et comme c'est culturel, bah, on peut faire ce qu'on veut. Et ils le disent, hein, de manière parfaitement analytique, ils disent, bah, si c'était politique, ça ne serait pas accepté, ça serait trop gros. Donc, eh ben, on évite le champ politique, et on dit que c'est culturel. Mais finalement, on fait la même chose. Donc, ça s'appelle stratégie de l'action islamique culturelle à l'extérieur du monde islamique, c'est-à-dire que eux, ils ont donc ça, c'est produit par l'ISESCO, dont on va parler tout à l'heure rapidement. Et donc, ils ont édité tout un tas de stratégies, donc qui sont appliquées par l'OCI dans les pays islamiques. Et ça, bah, c'est ce qui s'applique hors du monde islamique, c'est-à-dire chez nous. Alors, ici, c'est écrit en petit, mais c'est stratégie adoptée par la 9e conférence islamique au sommet, tenue à Doha, État du Qatar, 2000. Donc 2000, c'était il y a quand même 18 ans. Alors ça, c'est un screenshot hein, du site de l'ISESCO. Alors, l'ISESCO, c'est une institution de l'OCI. Donc ça, c'est le siège social à Rabat. Et si vous voulez trouver... Alors, je me suis aperçu que là, j'ai regardé ce matin encore, ils viennent de modifier un petit peu leur site. Donc, ce que je vous dis là n'est pas tout à fait vrai, mais si vous farfouillez, vous cherchez stratégie, vous allez le trouver quand même. Mais donc, si vous regardez, vous allez sur le site de l'ISESCO, vous tapez l'ISESCO,
Et vous tombez là-dessus. Ensuite, vous scrollez un petit peu, vous scrollez vers le bas. Alors, c'est là où ça a un petit peu changé. Et vous aviez document de référence. Vous cliquez ça, en réalité c'est un bouton. Vous cliquez là-dessus. Ça fait apparaître une liste de documents téléchargeables. Et le document qui nous intéresse, c'est celui-ci, que vous pouvez donc downloader, télécharger, de manière à l'avoir chez vous, pour le lire. Donc, je vous demande de ne pas me faire confiance, de considérer que potentiellement je raconte n'importe quoi, et d'aller vous-même vérifier ce que je vais dire. Voilà, ce que je veux dire est sorti du document. Vous avez quand même trouvé la même chose à la sortie. Mais je ne vous demande pas de me faire confiance. Encore une fois, ce n'est pas mon opinion, ce sont des faits. C'est un document officiel publié par les gens eux-mêmes. Voilà. Alors, ce qu'on peut remarquer, donc, c'est que l'ISESCO, donc, islamique, machin et compagnie, donc Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture en français, ça fait partie, ça c'est l'organigramme de l'OCI. Et bien l'ISESCO, il est là. L'ISESCO. Et c'est une institution spécialisée, donc c'est-à-dire que les institutions de l'OCI sont chargées de mettre en œuvre les stratégies de l'OCI. Voilà. Voilà. L'OCI a des institutions qui mettent en œuvre ces programmes. Donc la stratégie dont je vais vous parler est un programme qui a été voté et qui est donc mis en œuvre chez nous. Alors l'ISESCO, voilà, c'est pas un petit truc, hein, c'est pas une petite caverne au Pakistan avec 3 cinglés qui mangent des champignons. Hein. C'est un truc institutionnel, c'est énorme. C'est la plus grosse d'ailleurs institution de l'OCI, la plus importante en nombre. Et voilà, c'est son adresse avec le numéro de téléphone. Donc ça existe. C'est pas un canular, c'est pas un fake news. Ça existe, l'ISESCO. Alors, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Surtout, qu'est-ce qu'on peut voir? Déjà, dès la page de garde, on voit plusieurs choses. On peut remarquer donc la date, 2000. Et on voit dès les premières pages de l'introduction qu'avant de rédiger cette stratégie, ils ont fait toute une série de consultations en Europe. Donc ça commence du 7 au 9 mai 1993 à Château-Chinon, en France. Donc ensuite, ils vont à Madrid, à Bruxelles, à Zagreb, à Utrecht, à Potsdam, à Grenade, à Milan, à Graz en Autriche. Il faut savoir qu'il y a eu d'autres réunions. Alors ça, c'est les réunions qui concernent l'Europe. Mais il y a exactement la même chose pour l'Amérique du Sud et l'Asie. Donc c'est vraiment un truc mondial. On remarquera que la première réunion se passe à Château-Chinon. Château-Chinon, pour ceux qui ne savent pas, c'est le siège, c'est le QG des Frères musulmans en France. Château-Chinon a été donné par la femme de Mitterrand aux Frères musulmans. C'est un centre de formation dans lequel ils forment les imams et qui est sous la haute présidence et direction de Al-Qaradawi. Al-Qaradawi, c'est le prêcheur vedette des Frères musulmans. C'est le maître à penser des Frères musulmans. On remarquera donc la connexion directe avec les Frères musulmans, ça c'est le logo des Frères musulmans. Et surtout, on remarquera une chose. Première réunion, du 7 au 9 mai 1993. Ça fait 25 ans que ces gens sont en train de mijoter ce qui est en train d'arriver chez nous. Ça fait 25 ans que cette affaire-là est sur les rails. Je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas un truc qui arrive comme ça. Ça fait 25 ans que les gens planifient ce qui est en train d'arriver chez nous. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que cette stratégie a été demandée à l'OCI par les organisations européennes, qui se sont aperçues que les enfants musulmans qui vivaient en Occident, en réalité, subissaient une influence occidentale. Ils allaient à l'école, ils fréquentaient des occidentaux, ils allaient à l'école occidentale, ils regardaient les médias, la télévision occidentale, et donc ils s'acculturaient quelque part. C'est ce qu'on appelle le processus d'assimilation. Et ça les a rendus malades et très inquiets en disant « mais ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ils sont en train de devenir occidentaux, nos mouflets. Il faut faire quelque chose. » Et donc ils ont appelé au secours l'OCI en disant « il faut absolument que vous veniez nous aider pour empêcher ce phénomène d'assimilation. Nous devons rester musulmans, nous ne devons pas devenir des occidentaux. » Alors il faut quand même savoir que les gens qui... Voilà, ce sont les directeurs des centres culturels, des gens qui reçoivent des subventions. Donc c'est vraiment le serpent qu'on a réchauffé en notre sein. Hein. Voilà. Donc ça fait 25 ans que cette affaire-là mijote. Donc 2000, c'est simplement c'est le moment où cette stratégie a été mise au point de manière... c'était une collaboration entre les associations européennes et les gens de l'OCI. Ils ont mis cette mouture en place, ils ont pondu un texte. Le texte a été voté au niveau international et après il est appliqué chez nous. Alors, je vais résumer en vraiment quelques planches très rapides les 119 pages du document. Donc il y a plus que ça, mais c'est vraiment les points principaux. Donc les buts de ces stratégies islamiques sont au niveau individuel, empêcher l'assimilation. Empêcher l'assimilation.
et faire en sorte que l'individu applique les règles de la charia. Ça, c'est un extrait. C'est une copie d'écran. Ainsi donc, au niveau de l'individu, la stratégie a pour objectif d'édifier la personnalité de l'être musulman dont les spécificités sont l'engagement à respecter les commandements d'Allah, ses prohibitions, de se parer de l'éthique islamique généreuse et tolérante, c'est écrit par des musulmans, fondée sur le bien, le droit, l'équité, le devoir d'agir dans le cadre de la charia, qui repose sur deux principes, ordonner le bien, prohiber le blâmable. On retombe sur l'intérêt. Alors, le mot charia est présent dans le texte. On vous dit, ça c'est censé s'appliquer chez nous. C'est-à-dire qu'on vous dit, l'engagement donc de l'individu à respecter les commandements d'Allah, ses prohibitions, de se parer de l'éthique, enfin en gros d'appliquer les règles islamiques, qui sont les règles de la charia. C'est écrit, charia, et qui repose sur deux principes, ordonner le bien et prohiber le blâmable. Alors ça on va en parler, c'est maintenant qu'on en parle. C'est un verset coranique, donc le verset 3 de la sourate 3, verset 110. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes, vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Allah. Si les gens du livre croyaient, les gens du livre c'est les juifs et les chrétiens, si les gens du livre croyaient, ce serait meilleur pour eux. Il y en a qui ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. Donc ça c'est pour le vivre ensemble. Donc vous noterez, ordonnez, interdisez. C'est un commandement coranique. Donc on retrouve ce que je disais tout à l'heure. Ordonner le bien, interdire le mal. Les buts de la stratégie islamique au niveau collectif. Eh bien c'est simple. Empêcher l'assimilation, fonctionner selon les règles de la charia. On ne peut pas leur reprocher un manque de cohérence. Screenshot du document lui-même. Au niveau de la communauté tout entière, la stratégie visait à la consolidation des éléments fondamentaux de sa spécificité, islamique donc, aussi bien en ce qui concerne ses conceptions intellectuelles et doctrinaires que ses us et coutumes sociales et morales. Us et coutumes sociales. C'est-à-dire qu'ils vous disent, la manière dont vous vivez chez nous, dont vous vivez chez vous, ça ne nous intéresse pas. Nous, on va fonctionner en conservant nos exceptions intellectuelles et doctrinaires, nos us et coutumes sociales et morales. Donc quand vous voyez des gens qui effectivement refusent le mode de vie occidental, c'est parce qu'ils veulent garder leurs us et coutumes. Au niveau collectif, les buts de cette stratégie sont de coordonner tous les acteurs présents dans les pays européens, tous les acteurs déjà présents. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire, on doit avoir une action qui est efficace, et pour avoir une action efficace, il va falloir coordonner tous les gens qui sont déjà présents en Europe. Et donc la liste des acteurs qui vont coordonner est présente dans le document. Donc, la stratégie de l'action culturelle islamique tend à définir le cadre global pour élaborer un programme visant à protéger l'identité civilisationnelle et culturelle islamique des enfants des musulmans, expatriés donc, et à coordonner. Alors, notez quand même que nous, en France, on considère que les enfants des musulmans sont nos citoyens. Eux, ils désignent les enfants des musulmans qui vivent chez nous, donc éventuellement des gens de 3e voire 4e génération, comme les enfants des musulmans expatriés. D'ailleurs, nous sommes qualifiés de pays hôtes. Nous sommes des pays hôtes. Nous accueillons des communautés musulmanes. Voilà. Donc, à coordonner les prises de position entre les acteurs de l'action culturelle islamique en dehors du monde islamique. Et quels acteurs? On peut se dire, mais quels sont ces fameux acteurs? Eh bien, les acteurs sont listés. Ce sont les mosquées, les centres culturels, les écoles islamiques, les cours d'arabe. Et enfin, les cours de religion et tous les lieux de rencontres et d'activités musulmanes. Voilà. Cette stratégie a pour objectif de prendre le contrôle, de prendre le contrôle et de coordonner l'activité de tous ces gens-là. Vous remarquerez quand même que dans ces trucs-là, il n'y a pas que les mosquées. Il y a bien sûr les mosquées, donc encore une fois, on va nous dire oui, lieu de culte, etc. Tiens, c'est bizarre, l'OCI, c'est juste un État, c'est juste une organisation politique internationale. L'OCI va se mettre à contrôler nos mosquées. Tiens, c'est bizarre. L'islam ne serait-il pas autre chose qu'une religion? Les centres culturels qui sont subventionnés en France, avec l'argent du contribuable. Les écoles islamiques qui commencent à champignoner un petit peu partout. D'ailleurs, il faut savoir que 80% des écoles islamiques qui sont construites en France sont construites par des organisations appartenant aux frères musulmans, affiliées à l'UOIF. C'est un des objectifs principaux, le formatage des enfants. Les cours d'arabe, les cours d'arabe. Les cours de religion, ça, on pouvait s'en douter. Et enfin, des lieux de rencontres et d'activités diverses. Donc, globalement, on chapeaute tout ce qui est musulman dans tous les pays européens. Alors, désolé du pavé, mais c'est quand même important de... Voilà, ça c'est le texte
C'est le texte de la version anglaise, parce que moi j'ai découvert ce document à l'origine sous sa version anglaise. Et j'ai découvert, notamment en lisant après la version française, que la version française était édulcorée par rapport à la version anglaise. Et que c'était assez intéressant, parce qu'il y a des termes qui disparaissaient dans la version française. Je pense tout simplement que le français étant moins répandu, ils ont été obligés de faire traduire ce document par des gens qui vivaient en France, donc qui connaissaient la France et qui se disaient « si on écrit ça, ça va être problématique ». Alors que l'anglais, dans le monde, tout le monde parle l'anglais, donc je pense que ce document a été traduit de l'arabe par des Arabes dans les pays arabes. Et donc, ils n'ont pas pris les précautions que nous, en France, un musulman français, se sentirait obligé de prendre pour protéger l'action. Donc, les pays occidentaux ont réalisé depuis longtemps que les problèmes de l'immigration ne peuvent pas être gérés individuellement. Donc, les pays occidentaux ont commencé à coordonner et à unifier leurs politiques et stratégies concernant l'immigration. C'est effectivement ce qu'on est en train de voir. Les musulmans vivant hors du monde islamique, en conséquence, devraient établir un plan uniforme établissant les perspectives de leur présence là-bas. Donc là-bas, c'est chez nous, c'est l'Europe. Cette stratégie doit viser à pourvoir aux conditions nécessaires pour les individus des communautés musulmanes afin qu'ils occupent des positions clés des sociétés hautes, chez nous, dans les domaines économiques, culturels, politiques ou informationnels. J'attire votre attention sur cette phrase finale. Afin qu'ils occupent des positions clés des sociétés hautes dans les domaines économiques, culturels, politiques et informationnels. C'est-à-dire que ce sont des gens qui nous disent « votre culture, on n'en veut pas, on ne veut pas s'assimiler, nous ne voulons pas être comme vous, mais on va quand même prendre des positions clés dans votre société. » Ça, c'est le paragraphe d'après. Ceci a constitué les principales raisons qui ont nécessité la mise en place d'une stratégie pour une action culturelle islamique spécialement conçue pour les communautés musulmanes vivant hors du monde islamique. Ces raisons, comme nous avons vu, émanent du fait qu'ils vivent dans un environnement non musulman. Et elles constituent la ligne de front à la frontière entre cette nation, donc la nation islamique, et l'Occident. Donc, vous noterez quand même que les gens de l'ECI considèrent des gens que nous considérons comme nos citoyens, comme des communautés islamiques constituant la ligne de front entre la nation islamique et l'Occident. Ceci est un document officiel. On vous parle de nation islamique. Elle est où la religion là ? On n'est pas dans une problématique religieuse dans cette affaire-là. On est dans une ingérence étrangère de type politique. Donc les perspectives posées par cette stratégie, c'est-à-dire qu'il y a des buts, mais voilà, vers quoi on va. Et donc, elles visent donc à une implantation et une expansion irréversible. Extrait du texte. Après avoir remarqué que l'expansion de l'islam en Occident connaît des proportions quantitatives et qualitatives de plus en plus importantes, on a remarqué aussi, on peut conclure qu'il est devenu une réalité, fait partie de son paysage culturel et social, qu'il y a maintenant des racines qui s'enfoncent de plus en plus profondément dans le sol, si bien qu'elles sont de plus en plus difficiles à arracher que ne le pensent certains. Cette expansion étant irréversible, la présence de l'islam en Europe affronte néanmoins de grands défis et des résistances farouches. Alors ça, c'est le texte français. Le texte anglais disait, et formulait la chose de manière légèrement différente. Elle parlait des racines de l'islam qui avait pris ses racines et qui est dorénavant impossible à arracher. Le texte français est un petit peu édulcoré. Et donc, quand ils parlent de résistance farouche, ils parlent des musulmans en disant leur attachement, donc l'attachement des musulmans, au lieu de leur cohabitation. Alors, encore une fois, voilà, les citoyens français sont simplement considérés comme des musulmans qui cohabitent avec nous sur des territoires hors d'islam. Donc, leur attachement au lieu de leur cohabitation, c'est-à-dire en gros aux endroits où ils vivent, avec la conviction que ces lieux sont leur point de fixation au pays où ils vivent, permettra la réalisation de certains desseins, dont l'élimination des courants contradictoires auxquels ils sont exposés. Et enfin, et ça c'est quand même, j'ai mis parce que c'est savoureux, et un sentiment de sérénité, de stabilité, de confiance mutuelle. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a éradiqué tous les gens qui n'étaient pas d'accord avec nous, eh bien on peut enfin bénéficier d'un sentiment de sérénité en se disant « Ah, quand même, la paix islamique, c'est quand même un truc génial. » C'est fantastique quand même, c'est extraordinaire, c'est juste géant. Donc cette perspective prévoit donc un plan d'ingérence continue venu de l'étranger. Là, encore une fois, extrait du document lui-même. La vision stratégique et prospectiviste de l'islam requiert des actions qui favorisent son établissement, son implantation durable en dehors du monde islamique, de la manière qui concorde le mieux avec les situations nouvelles qu'il a acquises dans cette région, et qui est illustrée par sa fixation et celle des musulmans en Europe d'une façon stable
durable et irréversible. Donc il parle d'une vision stratégique et prospective qui requiert des actions. Et parmi ces actions, il y a donc la préparation d'un plan rigoureux visant le soutien d'intellectuels et d'éducateurs objectifs. Alors, objectifs, c'est-à-dire ayant une bonne idée de l'islam. C'est écrit par des musulmans. Donc, et d'éducateurs objectifs pour convaincre les autorités éducatives occidentales à suivre l'exemple de la Belgique, de l'Autriche, de la Hollande, de l'Espagne et de la région Alsace, avec un Z, en France, et de certains cantons en Allemagne, et de permettre d'intégrer des cours d'éducation islamique dans les programmes officiels de l'école occidentale. Ceci, en plus de la revendication d'insérer la langue arabe parmi les langues vivantes optionnelles dans les écoles officielles. Toute ressemblance avec un personnage issu de la communauté islamique ayant pris un poste clé dans une société occidentale serait évidemment purement fortuite. Et vous avez les équivalents de ce type de personnage partout en Europe, qui vous disent, tout d'un coup, ça sort des chapeaux en ce moment. Ça serait bien d'apprendre l'arabe. Pop, sorti de nulle part. Ça sort de quelque part. C'est un début de stratégique de l'ECI. On a donc des gens qui, exactement comme c'est décrit dans le texte de l'ECI que je vous l'ai lu tout à l'heure, vous avez des gens issus de la communauté musulmane vivant en Europe qui prennent des postes clés qui leur permettent de mettre en application les points visés par la stratégie. On a donc un agent, quelqu'un qui agit comme un agent objectif de l'ECI. Texte du texte. L'enseignement de l'arabe devrait être étendu à tous les enfants des communautés musulmanes d'Europe, puisque c'est le langage du Saint-Coran et le pilier de l'identité civilisationnelle. Alors vous remarquerez, beaucoup d'identitaires dans la salle, que ce document, si vous le lisez, ne parle que de ça. Ça ne parle que d'identité. L'identité musulmane, notre identité, l'identité. Pas perdre son identité, garder son identité, préserver son identité. L'identité, c'est quelque chose qui est interdit aux Occidentaux, et ce texte ne parle que de ça. L'identité musulmane. Ce texte dit les musulmans ont une identité civilisationnelle différente, distincte des Occidentaux, et le but de cette stratégie est de conserver les enfants des musulmans dans cette identité musulmane en empêchant leur contamination. J'emploie les mots du texte. La contamination culturelle, l'invasion culturelle. Le texte de ce document parle d'immunisation aux valeurs occidentales. Cette stratégie doit viser à pourvoir aux conditions nécessaires pour les individus des communautés musulmanes afin qu'ils occupent des positions clés des sociétés hautes dans les domaines économiques, culturels, politiques et informationnels. Donc on a vu ça. Et alors on pourrait se dire, oui, tout ça c'est bien gentil, mais c'est jamais qu'un bout de papier, peut-être que finalement c'est resté lettre morte et que ça n'a jamais été mis en application. Soit, ok. Sauf que, suite au vote de cette stratégie, il y a eu effectivement des phases de mise en application, puisqu'il y a eu la création au niveau des pays européens, des conseils locaux pour la culture et l'éducation, des fonds locaux de financement pour l'action culturelle islamique, tout est culturel. Au niveau international, un conseil supérieur de l'éducation, des sciences et de la culture à l'extérieur du monde islamique, la commission qui comprend la commission des affaires culturelles, la commission des affaires sociales, la commission de l'éducation et de l'enseignement, la commission des affaires prédicationnelles, médiatiques et des relations publiques, la commission des affaires juridiques, administratives et organiques, la commission de coordination de documentation et de suivi, la commission des compétences musulmanes à l'extérieur du monde islamique, et enfin la commission des affaires scientifiques. Puis, au niveau international, le Fonds islamique d'aide à l'action culturelle à l'extérieur du monde islamique, l'Observatoire du suivi et du développement de l'action culturelle islamique à l'extérieur du monde islamique, qui fait des audits et qui voit si l'argent a été bien dépensé. Ah, c'est tout. Alors, mais en réalité, donc, organisation au niveau national, organisation au niveau international et surtout financement. Donc, quand quelque chose est financé, on est certain que c'est mis en application. L'argent est toujours dépensé. Il ne brûle pas, l'argent. Il est mis sur la table et il sert aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir de cette action, c'est qu'il y a des organisations musulmanes implantées dans nos pays qui ont demandé à l'ECI d'agir en Europe pour empêcher les musulmans d'être contaminés. Je dis entre guillemets parce que c'est le texte, c'est le mot utilisé par le document. Donc les enfants musulmans d'être contaminés par les valeurs et la culture occidentale. Une stratégie d'action suite à cette demande a été élaborée puis adoptée. Elle est actuellement mise en œuvre par l'ECI dans nos pays avec l'aval de nos gouvernements. Et des subventions, puisque parmi les acteurs qui mettent en œuvre cette stratégie, il y a des centres culturels, des écoles islamiques qui reçoivent des subventions.
L'argent du contribuable va à cet idiot utile. Toutes ces organisations musulmanes participent à ce plan d'ingérence étranger. Les mosquées, les centres culturels, les écoles islamiques, les cours d'arabe, les cours de religion et les associations musulmanes diverses. Cette stratégie d'ingérence étrangère a les buts suivants. 1. Implanter et développer irréversiblement une communauté islamique civilisationnellement étrangère dont les membres rejettent nos valeurs et notre mode de vie au profit de la charia. 2. Développer une identité islamique impliquant une loyauté prioritaire à l'islam et à la nation islamique. Je vous fais remarquer que normalement, il est attendu d'un citoyen dans une nation qu'il soit loyal à la dite nation. C'est une stratégie qui vise à inculquer aux musulmans que leur loyauté principale va à la nation islamique. Et enfin 3, intervenir dans nos pays jusqu'à ce que le développement des colonies islamiques et de la pratique de la charia puisse s'effectuer sans aucun facteur restrictif. Alors je parle de colonies parce que dans le terme anglais, le document anglais utilise le mot de settlement. Pour ceux qui parlent anglais, settlement, c'est une installation, une implantation, c'est une colonie. Un settler, c'est un colon. Et on nous parle bien dans le document de gens qui sont présents chez nous et qui sont une tête de pont et un point de contact entre la nation islamique et les nations occidentales, mécréantes. En conclusion, on peut dire que les membres du bloc théocratique islamique, que ce soit les États et les organisations, donc quand je parlais des blocs tout à l'heure, le bloc théocratique islamique, il est composé effectivement d'États étrangers, mais aussi d'organisations qui travaillent chez nous, vraiment en tant que cinquième colonne. Donc ces membres du bloc théocratique islamique, États et organisations, sont actuellement alliés dans la mise en œuvre d'une stratégie de colonisation et d'islamisation de l'Europe. Cette agression politique utilise le couvert culturel afin de dissimuler sa véritable nature et surtout son objectif final. On ne nous dit pas on va installer la charia chez vous, hein. On ne vous dit jamais ça. On vous dit on va faire un centre culturel. L'objectif final de ceux qui propagent la charia dans nos sociétés est la destruction de la civilisation occidentale libre et l'avènement de gré ou de force d'une Europe musulmane, intégrée à l'islam, pour l'éternité, puisque je vous rappelle qu'on ne peut pas sortir de l'islam. Et enfin, petite citation récente, puisque donc Dr Ali Erba, qui est le président de la Diyanet. Alors qu'est-ce que c'est que la Diyanet ? C'est le ministère de la religion turque. Il faut savoir que c'est le plus important ministère de la Turquie. Le ministère de la religion en Turquie a un budget 40% plus important que le ministère de l'Intérieur. C'est quand même un État policier, la Turquie. Hein. Et donc, ce gars, donc il est président de la Diyanet depuis 2017, et ce type-là a tweeté quelque chose qui est... voilà, donc j'ai la version turque et la version anglaise, et je vous l'ai fait en français. L'objectif fondamental de notre existence est de dominer le monde. C'est un officiel turc, hein. Président de la Diyanet turque. Voilà. Donc voilà, mon exposé est fini sur ce coup-là, sur cette note optimiste et pleine de...